Et salut à tous, bienvenue pour ce récap de la week 10 en college football. Une week qui ça a été la première du college football ranking. Et on n'a pas été déçus, hein. Il y a eu des super matchs cette semaine, donc notamment des matchs de rivalité, plus des matchs qui étaient importants, notamment pour la course au SEC Championship Game, et d'autres qui étaient importants, notamment pour des aspects un peu plus historiques. Aujourd'hui, comité réduit, il y a moi, Robin et Kevin. Comment ça va, Kevin? Salut Rob, comme le 1-2-6, c'est nous qui avons présenté la semaine, c'est nous qui allons la récapituler. On garde le fort. On vraiment C'est hold ça. on the fort. Écoute, je te propose un plan tout simple. Comme le College Football Ranking il est sorti, je te propose de faire le récap un peu des six premières équipes du top 6, de voir un peu justement qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Ensuite, de parler de la course en SEC Championship Game, pour justement avec des matchs qui étaient importants, notamment Bama contre LSU, Texas A&M contre Ole Miss. Finalement, je te propose de parler de la rivalité historique de Bedlam entre Oklahoma et Oklahoma State, la dernière de l'histoire de la Big 12. Et finalement, d'avoir justement en Big 12 un Texas qui galère contre Kansas State. Finalement, parler un peu des upsets et des équipes qui surprennent bien cette saison. Kevin, si ça te va, le plan, on peut directement commencer par le numéro 1 du CFP ranking, qui n'est autre que Ohio State, qui a gagné 35-16 contre Rutgers, donc à Rutgers, dans un match qui au final était assez compliqué, puisque Rutgers, ils ont longtemps tenu tête à Ohio State. Kevin, je ne sais pas si tu as regardé le match. Qu'est-ce que ça t'a évoqué comme match? Bah, j'ai pas regardé le match, mais en regardant, j'étais sur quoi? Je me demande si j'étais sur d'autres matchs en même temps et je voyais les updates en fait. Je me demande si c'est pas le bandeau ESPN qui mettait les updates en dessous et je voyais que le score avançait pas, que Rutgers a même pris l'avantage avant la mi-temps, donc dans le deuxième quart-temps, avec cette fin de QB sneak de touche-push assez incroyable, avec un double snap entre guillemets. Et si vous voyez pas de quoi je parle, allez regarder ce highlight parce qu'il est plus ou moins partout sur les réseaux après la qualité et surtout ce que ça a donné. Mais ça se rapproche un peu de ce dont on parlait sur le 1-2-6 en fait, c'est que la défense de Rutgers, elle est un minimum legit. On sait que c'est l'une des meilleures du pays. Ils sont top 11 en total yards concédés et en points concédés. Et l'offense, et on sait qu'Ohio State aussi, ils ont une bonne défense. Voilà, il a quand même fallu un sacré trick play pour que Rutgers avance là-dessus. Parce qu'après Rutgers, ils marquent pas, ils marquent que dans le garbage time, dans le quatrième quart-temps. Donc, tu vois, là, si tu parlais de leur jeu à la course, ils prennent, ils prennent 232 yards au sol, 5,4 yards de moyenne. Alors que le jeu à la passe, c'est leur QB Gavin Wimsatt, il finit à 10 sur 25 pour seulement 129 yards, un TD, une interception. Pour te dire, ils mettent plus de yards par course que de yards par passe, ce qui est très très rare dans le college football, même dans le football en général. Donc non, Ohio State, un peu comme c'est qui jouait la semaine dernière? C'était pas le match contre Maryland la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises, Euh, où ça a mis un Maryland, c'était il y a bien deux Maryland, trois. c'était ouais, Mais c'était ouais, plus ils avaient longtemps que galéré. ça. Ils avaient bien Il galéré. y a, c'est ça, oui, oui, c'est vrai, Maryland, c'était il y a plus d'un mois. Mais ils ont un peu de mal en ce moment sur les débuts de match. Ils mettent un peu de temps à se mettre en route. Et là, ça s'est encore senti. On parlait du poids que pouvait avoir Marvin Harrison. Euh, Deux mesures, on va dire. Quatre réceptions, 25 yards, mais deux touchdowns. Donc quand même un sacré poids sur l'attaque, même si dans un, avec une production, enfin, au moins il a été target de manière relativement réduite. Donc voilà, m'accorde pas trop mal. Le run game avec un Trevion Anderson à 22 courses, 128 yards, un TD. Ça reste du Ohio State. Je pense que c'était pas un match moi je pensais que ce serait le match piège pour eux potentiellement, vu les deux matchs qui les attendent ensuite. Voilà, ça aura duré une petite mi-temps et après ça reste comme une énorme machine. Ils sont pas numéro un au CFP Committee Ranking pour rien. Donc voilà, ça reste comme une très bonne équipe et ça s'est fait sentir sur le match.
Ouais, bah écoute, moi je regardais également juste le score et un peu ce qui se passait via ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que Rutgers peut avoir des regrets sur son début de match. Donc Rutgers arrive justement à la fin du premier quart, enfin la fin à la mi-temps pardon, à 7-6. Ça va, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ils passent devant à 7-9. Euh, et ils prennent un pick six de 93-94 yards. Forcément qu'il les met derrière à 14-9 et ensuite ils courent après le score. Ils reviennent 21-16 et à ce moment-là, en gros du 28-16, 21-16, ils sont en third and goal. Ils mettent un TD qui est annulé pour un flag. Euh, et le jeu d'après, ils se font saquer parce que c'était une situation de passe évidente puisque forcément ils étaient back down. Euh, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets parce que on parle pas du même match si le match il se finit en 28, genre 28-25 et que Rutgers peut avoir la possession pour mettre un field goal plutôt qu'ils se finissent en 35-17 parce que finalement, bah voilà, le reste de Ohio State, de la machine Ohio State continue à avancer. Je pense que Rutgers peut avoir des regrets de ce que je voyais un peu sur les réseaux après Greg Schiano, le coach de Rutgers, il a dit que l'écart entre les deux programmes se réduisait et que c'était pas plus mal, mais qu'il restait encore pas assez pour gagner ce match. Moi, je pense un peu le contraire. Je pense que Rutgers, ils étaient dedans et qu'ils ont bien fait flipper Ohio State, surtout à la mi-temps. Je pense que le discours à la mi-temps de la part de Ryan Day, il devait pas être très joli. Voilà, c'est dommage pour Rutgers, mais Ohio State qui confirme sa place de numéro 1 au CFP Rankings. Au niveau du numéro 2, bah quand même, c'était un gros match. C'était Georgia qui recevait Missouri. Missouri qui était à l'époque à 7-1. Je vous spoil un peu. 30-21, le score final pour Georgia, qui au final est un score qui est. C'est 9 points de différence. Sur le terrain, ils sont là. C'est 9 points de différence. Missouri peut avoir des regrets. Je ne sais pas, toi, Kevin, si tu regardais Georgia en écran principal. Il me semble qu'il y a une grosse partie qui était pendant Oregon. Donc moi, je ne regardais pas du tout. C'était mon deuxième écran, mais effectivement, quand t'es un peu comme moi, je sais que quand il y a Oregon qui joue, surtout que toi, t'avais le live tweet, c'est très très compliqué de suivre autre chose. Donc, j'essayais de jeter un coup d'œil par-ci par-là. J'ai surtout focus sur la fin de match quand j'ai vu que c'était serré. Et on va dire que c'est là où tout a basculé, en fait, surtout. C'est dans ce troisième quart-temps un peu où, bah, troisième quart-temps parce que Georgia a pris l'écart. Et dans le quatrième parce que Missouri a un peu chié dans la colle, quoi. Ouais, clairement. Après, je sais pas si c'est vrai autant chier dans la colle Non, mais qu'on oui. voudrait le mettre, mais je pense que c'est plutôt ils finissent avec deux interceptions, Hmm. dont notamment en fait c'est une screen pass qui est envoyée sur le running back et en fait c'est un D-line qui l'intercepte, il me semble, ou au C'est moins ça. un linebacker extérieur. Non, non, Euh, c'est un D-line, c'est un D-line. c'est dommage en fait de ce genre de pics qui sont sur des jeux qui sont très simples à effectuer. Là, c'est juste il a pas regardé au bon moment où il me semble que non la passe elle passe un peu trop haut. Non, 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 ça c'est, je vois de quelle occasion tu parles. Mais non, non, c'est Nazir Stackhouse qui intercepte. Et en fait, la ligne elle slide un peu et Stackhouse il lit hyper bien le jeu. Il se décale par rapport à son line et il la type à une, enfin, non, je crois qu'elle lui tombe, je sais plus s'il la type à une main et elle revient sur son estomac ou elle tombe directement sur l'estomac. Mais la passe est vraiment pas ouf. Mhm. Et Brady Cook, je suis pas fan de ce jeu-là. Donc, Ouais. Et après c'est vrai que c'est toujours relativement moche de se faire intercepter une screen par un D-line, quoi. ouais, c'est ça. Et je pense que au niveau du coup, on va pas forcément parler de la physionomie du match en tant que tel, mais c'était un match où Georgia a un peu plus galéré que d'habitude, notamment Mhm. par le fait que ils étaient menés au score parce qu'ils ont pour commencer le match en gros, ils mettent un field goal, Missouri met un touchdown, ensuite il y a touchdown pour Georgia. Et finalement, ça revient à la mi-temps, on est sur du 10-10 avec une série de punts pour finir la mi-temps, en gros, c'est 4 drives avec des punts, donc 3 three and out. Hein, donc, c'était assez moche a priori. Et finalement, la deuxième mi-temps, elle commence un peu à s'emballer, sauf que Missouri, ils trade des field goals par des touchdowns, ce qui est un peu Mhm. compliqué. L'attaque de Missouri, moi, elle m'a paru
j'avais un peu de doute face à la défense de Georgia, mais au final, elle a été très, très solide, hein, cette attaque. Notamment, du coup, on a eu Theo Wease Junior, 5 réceptions, 90 yards de Missouri. Donc, Theo Wease, c'est l'ancien d'Oklahoma. On a également le Turberdon. Le Turberdon, il me semble qu'il est sorti, hein, sur blessure pendant quelques Ouais, drives. ouais, je crois qu'il s'est fait la cheville ou un truc comme ça en retombant d'une réception, je crois. Ouais, bah, il avait 3 réceptions, 53 yards, un touchdown, dont notamment un de 40 yards, hein, sur une Mm. superbe passe de Brady Cook, qui est pour le coup, qui m'a donné vraiment satisfaction, je pense, sur cette première mi-temps. Ces 2 interceptions, ça devient un peu moche, et ensuite, voilà, c'est un peu plus compliqué. Finalement, Carson Beck, hein, le game manager à la perfection, qui de son côté, lui, le QB de Georgia, a réussi à bien contrôler le game en fin de match, et forcément donner la victoire au numéro 2 du pays. On en avait parlé dans le What to Six, Kevin. On pensait que Georgia, ils allaient être un peu surmotivés pour prouver leur place de numéro 1 légitime, et qu'ils allaient utiliser ça comme du game fuel pour se dire, OK, on est underdog. Au final, ils n'ont pas tant détruit Missouri, 9 points. Je pense que Georgia, du coup, mérite un peu sa place de numéro 2, et je doute, avec le reste du calendrier, qu'ils reprennent la numéro 1, à part si Ohio State perd contre Michigan notamment. Ouais, c'est ça, c'est que je suis d'accord avec toi dans le sens où où Georgia, pardon. La différence, c'est que les 2 prochaines semaines, Georgia joue contre numéro 10 Ole Miss et numéro 17 Tennessee, alors qu'Ohio State joue Michigan State et Minnesota. Donc, si jamais Ohio State continue de faire des mi-temps bof bof, quoique contre Minnesota et Michigan State, ça m'étonnerait grandement, mais on ne sait jamais s'il y a des victoires qui sont, on va dire, ne serait-ce que peu convaincantes, et que de son côté, Georgia, il bat 2 équipes du top 15, avec en plus le truc de la SEC, peut-être que, et de manière convaincante aussi, d'accord, avec une défense qui step up, avec une attaque qui arrive à tourner et tout, bah, ça peut peut-être changer. Et puis tu sais comment c'est que c'est ça aussi le calendrier de Ohio State et de Michigan, hein. On sait que le calendrier Big Ten cette année, à part les 3 grosses équipes, donc Penn State, Michigan, Ohio State, à part les 2 matchs qu'ils jouent les uns contre les autres, le reste du calendrier c'est archi faible. Alors que Georgia, ils ont la chance d'être en SEC. Même les équipes qu'ils n'ont pas classées, c'est Florida, c'est Auburn, c'est South Carolina. Donc voilà, ils ont 4 matchs classés dans leur saison, dont d'ailleurs les 4 plus ou moins sur la deuxième moitié. Donc potentiellement, je pense que potentiellement ils peuvent repasser devant, même si Ohio State gagne. Et effectivement, comme on disait aussi sur le 1-2-6 ou sur le cas de la semaine dernière, je pense que il y a beaucoup de choses qui risquent de changer avec la rivalry week forcément, parce que rivalry week c'est The Game, donc c'est Ohio State Michigan. Donc ça, de toute façon, on sait que de toute façon c'est quoi Ohio State Michigan, c'est 1 et 3 si je dis pas de bêtises, quel Ouais, que soit le classement, c'est ou c'est ça, 1 et c'est 3 un et et 2 2. et 3. Ouais. Donc ça va tout chambouler. C'est pour ça que je les vois pas perdre avant. Je vois pas perdre de match avant The Game. Donc ça va plus ou moins stagner. Et je pense que la plupart des votants ou des gens du CFP, ils attendent aussi ça, quoi. On va pas se mouiller, on va pas faire n'importe quoi parce qu'on sait que tout sera chamboulé en dernière semaine. Donc pas besoin de faire Ouais, n'importe quoi. clairement. Bah justement, tu parlais de Michigan. Michigan, troisième au pays, qui ont largement battu Purdue, hein, Ouais. 41-13. On va pas en parler beaucoup de ce match, parce que déjà de 1, parce que j'ai pas regardé. Je sais pas si toi, Mm. Kevin, tu l'as regardé, mais globalement, Non. il n'y a pas grand intérêt. Juste, je vous donne la petite statistique, hein, pour ceux qui aiment les Français à l'étranger. Selon ESPN, comme je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas pu vérifier. Jeffrey Mba, c'est 4 plaquages pour 3 solos et une assist, hein, du C'est pas coup. mal ça. C'est pas mal. Plutôt pas mal. Mm. Faudrait voir un peu ce que ça donne sur le game film. Mais voilà, pour la petite statistique du français à l'étranger. Finalement, Michigan, Purdue, on pensait que ils aiment bien jouer les spoiler makers, hein, si je peux faire une Ouais. petite vanne. Et au final, pas du tout, hein. Il y a absolument pas eu match. Ils ont marqué dans le garbage time un TD, sinon ça faisait 41-6, hein. Michigan commence sa saison réellement la semaine prochaine, parce que je te fais les 3 derniers matchs de Michigan, Kevin. Ça va Mm. jouer
à Penn State. Ce sera certainement le whiteout. Hein. D'ailleurs, je vous le donne dans le mille, hein, c'est à 18h. Donc, plutôt sympa. Hein, un petit Penn State-Michigan à 18h heure française, ça va vous faire du bien. Et puis, il y a des chances que College Game Day soit là-bas aussi, je pense. Il y a clairement des chances que College Game Day soit là-bas. Finalement, j'ai envie de dire, il joue Penn State, ensuite il joue Maryland, à Maryland, et finalement il réceptionne la réception d'Ohio State dans The Game. C'est leurs 3 gros matchs de la saison, c'est les 3 dernières semaines. À voir ce que ça donne, hein, pour Michigan. Je pense qu'on va pouvoir juger leur saison sur ces 3 derniers matchs et pas sur... je vous le fais dans le mille. Hein. Rutgers, Nebraska, Minnesota, Indiana, Michigan State, Purdue, UNLV, Bowling Green, East Carolina. Faudrait voir à combien les programmes sont en win-loss. C'est surtout... attention. C'est quand même surtout ça, c'est que moi j'étais étonné aussi. Michigan fait partie de ces équipes un peu comme Washington ou Colorado qui n'ont pas de match contre des équipes FCS. Donc tu te dis ok d'accord, donc ils n'ont pas de cupcake, ce qu'on appelle des cupcakes. Sauf qu'en fait les 3 équipes de FBS que tu rencontres c'est East Carolina, UNLV, Bowling Green. Donc en fait ta plus grosse win hors calendrier de conf c'est UNLV. Donc en fait c'est ouais, UNLV qui sont à 7-2. East Carolina, ils sont à 1 victoire, 8 défaites. Bowling voilà, East Green, Carolina c'est non. 5 victoires, 4 défaites en MAC. On a Rutgers, on en a parlé, hein, 6 victoires, 3 défaites. Nebraska, 5 victoires, 4 défaites. Mais bon, voilà, c'est pas super Nebraska. Surtout Nebraska au début de saison, c'était pas ouf. Hein. Minnesota 5-4, c'est pas non plus, c'est pas grandiose comme équipe. Indiana 3-6, finalement Michigan State à 3-6 et c'est sorti des enfers, hein, parce qu'ils battent Central Michigan et Richmond et Nebraska cette semaine, mais sinon ils avaient 2 victoires contre des équipes de bas niveau et on a Purdue qui est à 2-7. Franchement, le strength of schedule de Michigan, il va vraiment jouer contre Penn State, Maryland, Ohio State. Ouais. À voir. Et encore, Maryland, ils sont un peu, ils ont du mal depuis quelques matchs quand même. Depuis qu'ils ont perdu contre Ohio State, c'était ça a fait dérailler la machine. Ils viennent de se faire fesser contre Penn State. Hein, on en parlera peut-être pas plus longuement, mais ils viennent de prendre 50. Ils ont pris 51-15 sur le match à domicile contre Penn State. Donc c'est pas folichon. Et c'est ça, hein, ils avaient commencé la saison en 5-0 et puis là ils ont fait défaite contre Ohio State, Illinois, Northwestern, incroyable, et Penn State. Donc voilà. Moi je voulais juste dire un petit truc sur Michigan qui m'a relativement étonné, c'est que Michigan a gagné dans un registre où on les attendait pas forcément. Alors certes, c'est ça qui est relativement drôle, c'est que tous les touchdowns qu'ils ont mis ont été des touchdowns au sol. Donc ils mettent 5 touchdowns, c'est 5 TD au sol, dont 3 de Blake Corum. Blake Corum, ses stats, c'est 15 yards, 15 courses, 44 yards, 3 touchdowns. La plus longue de 9 yards, il a fait une course de plus de 10 yards. Il est à 2,9 yards de moyenne pour Blake Corum. Quand vous connaissez les stats carrière de Blake Corum, c'est quand même assez incroyable. Et JJ McCarthy de son côté, donc à la passe, c'est 24 sur 37, 335 yards, donc 9,1 yards par attempt, 0 touchdown, 0 interception. Donc en fait, ils ont gagné du yard à la passe et ils ont fini à la course. Très clairement, c'est ce qu'a fait Michigan. Et c'est rare qu'on ne voit pas Michigan dominer autant au sol, même si sur la goal line ils ont réussi à le faire. Donc voilà, c'était juste à noter que JJ McCarthy est quand même. Je suis pas un énorme fan de voir McCarthy aussi haut dans les Iceman ranking. Bon après ça c'est parce que j'ai un bias à cause d'autre chose, mais voilà il fait quand même un match relativement bon, même si en face n'était que Purdue et que Purdue cette année c'est 2-7 quoi. Donc voilà. Effectivement, pareil, pas fan de JJ McCarthy juste parce qu'il lance 80% de passes complétées contre Joel Clodo en défense. Numéro 4, hein, du classement, Florida State, qui galère, mine de rien, contre Pitt. Un Pitt 2-7 à la fin de cette semaine. Ils gagnent 24-7. Et qui sortait d'une défaite, ils sortaient d'une fessée contre Notre-Dame où ils ont pris 54-7, si je dis pas de bêtises. 58-7. 58-7, autant pour moi. Et c'était pas très joli. Florida State, pardon. Premier quart-temps, je vous le mets dans le mille, 0-0. Pour une équipe 4 au pays et Thema, le Iceman, Travis.
Euh, 0-0, c'est fumble. En gros, il commence par un fumble. Euh, Ensuite, bah, c'est punt. Ensuite, c'est un. i- Comment dire? Pittsburgh fait un stop en turnover on downs, hein, en début de quart-temps, en début de deuxième quart-temps, enfin de premier quart-temps, pardon. Sur un drive énorme de la part de Florida State, puisqu'ils Ouais, font 12 jeux, 92 yards, et au final, ils font un turnover on downs en gros en goal line, quoi. Au 8 yards de Pitt, en 4 et 2, ouais. Trey Benson, leur running back star, court pour un yard au lieu d'en faire deux. Trey Benson, en tout cas, qui fait un plutôt bon match, hein. Il fait 92, 87 yards, il me semble. Euh, 97 yards sur le match, plus Sur un 12 TD. portées. Ouais, Mm. ça va, c'est plutôt correct. Finalement, bah, il y a 17 à la mi-temps entre Florida State et Pittsburgh. Et le troisième quart-temps est à 14-0. Et finalement, le reste du match est à 0-0. Un match un peu nul. Moi, je regardais de temps en temps en double écran, justement, quand il y avait des temps morts ou des mi-temps par-ci par-là. C'était pas joli à voir, hein. On a bah, justement Christian Veilleux, le quarterback de Pitt, qui fait 15 sur 35, 244 yards, mais un TD, une interception. Jordan Travis, 22 sur 36, 360 yards, un TD. Bon, voilà, c'est quand même correct. Florida State qui confirme sur la quatrième place. Et le reste du calendrier est plutôt facile. Ils rencontrent Miami qui ont marqué 6 points contre l'Orgre NC NC State. State. Mm. Ils rencontrent North Alabama qui a 3 victoires, 7 défaites. North Alabama, c'est du FCS, hein, il me semble. C'est du FCS, hein, ouais, ouais. C'est du FCS dessus. Et ils finissent leur saison à Florida, mais Florida, c'est pas joli cette année, hein. 5 Ouais, victoires, 4 clairement pas. défaites. Ils perdent contre Arkansas cette semaine, 39-36, juste pour vous donner Mm. le score. Ils perdent contre Georgia la semaine d'avant. Bon, voilà, à voir ce que ça donne. Peut-être que dans ces matchs de rivalité, il y aura un supplément d'âme de la part des Gators. Mais sinon, Florida State se dirige tout droit vers une place en college football playoff, notamment parce qu'ils ont déjà validé leur place en SEC Championship, en ACC, pardon, en ACC Championship Game, il me semble qu'ils ont déjà Ouais, je validé crois, leur ouais. place. Mm. C'est ce que je voyais à la fin du match. Donc, a priori, ça sera soit contre Louisville, soit contre Georgia Tech, C'est c'est un- de ce que je comprends, hein. c'est incroyable de se dire que UNC, que NC State, que Miami, que Clemson, que Pittsburgh, que Wake Forest, ils sont même pas dans la course, alors qu'il reste 3 semaines à jouer. Donc Wake Forest, ils sont au fond du trou, hein, donc voilà. Pitt, pareil. Pitt, ils sont à 2-7 au total, 1-4 en conf. Clemson, Et bon, on en parlera peut-être un peu après, qui sort les deux du cul, mais une semaine sur deux, donc du coup, ils sont à 2-4 en conf, 5-4 au total. Donc, ouais, c'est Florida State. Pour moi, que ce soit Louisville ou Georgia Tech, ils seront champions de ACC sans problème, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Finalement, bah, passons à l'équipe numéro 5 du pays et potentiellement à la plus grande nouvelle de cette Oui, semaine. Alex mm. Grinch n'est plus. Le Grinch a été viré. Avant Pour ceux Noël. qui ne savent pas, effectivement, le Grinch a été viré avant Noël. Donc USC avait un coordinateur défensif. Euh, a priori, ils en avaient un. Il a été viré, Mm. hein. Alex Grinch, qui Alors, était le coordinateur sur les 2 dernières saisons. et si vous voyez Euh, que USC, effectivement, vous pouvez vous poser la question. C'est pas flagrant qu'il y avait un ouais, coordinateur défensif. il faisait du backyard football, mais sans coordinateur offensif, tu vois. C'est ça. Enfin, sans coordinateur défensif. Du coup, Alex Grinch est enfin viré après s'être pris 52 points par Washington, hein. Mais c'est bizarre qu'il soit pas viré au final après s'être pris 50 points par California, Ouais, après s'en être pris 34 par un éleveur de cochons, et s'en être pris 50 contre Notre-Dame également. Ils en ont pris ouais, 40 c'est. contre 43 contre Arizona. Finalement, le plus petit score qu'ils ont pris en défense, c'est contre Arizona State et Stanford. Enfin, ok, on va enlever Stanford et les matchs hors conférence.
C'est Ouais. Arizona State qui en colle 28, qui est le plus petit score qu'ils prennent. Arizona Sachant State, on l'a qu'Arizona vu. State, ça joue avec les troisième QB, hein. Ouais, c'était catastrophique. Ils en prennent 34 contre Utah, qui jouait avec un safety en running back et leur QB numéro 2, et la moitié de leur attaque qui 3. était blessée. Mm. Ils en prennent 49 contre Cal. Bon, Cal, c'est une belle attaque, mais bon, pas de là à mettre 49 points. Ouais. On prenne 52. Moi, je trouve que c'est bizarre que ça arrive en mode ah, on a perdu contre Washington, qui est une des top Ouais, 5 attaques du pays. Du coup, on vire notre c'est ça. coordinateur alors qu'on ne le vire pas la semaine d'avant, alors qu'ils en prennent Mm. 49 contre Cal. Alors, Le timing est bizarre. ouais. Le timing est On, très bizarre, je trouve. on en avait parlé pendant le 1-2-6, on disait que déjà, Lincoln Riley n'aurait jamais dû déjà le prendre avec lui en sortant d'Oklahoma. Il aurait dû le laisser sur la route et se trouver quelqu'un d'autre pour USC. Après la saison dernière, qui était déjà vraiment pas jojo côté défense, il aurait pas dû le garder. Mais alors cette année, le fait qu'il survive la mi-saison, c'est assez incroyable. Et il faut savoir que, étant donné que, faut savoir que USC n'a plus que 2 matchs cette saison. Ils ont Oregon ce week-end. Ils sont en bye week. Et après, ils jouent UCLA en rivalry week pour finir l'année. Donc, en fait, virer ton cordeau défensif à 2 semaines de la fin, enfin, à 2 matchs de la fin, c'est relativement bizarre. Et comme tu le dis, c'est que tu aurais pu prendre une décision forte après Notre-Dame, par exemple. Notre-Dame, tu prends Ouais. 48-20. Tu te dis, tu sais quoi, c'est la première défaite. Bah, après, c'est la première défaite de l'année. Bon, voilà. Après, tu perds back-to-back, tu perds contre Utah. Comme tu l'as dit, Utah, ils jouent avec une demi-équipe. Ils se sont fait poutrer à domicile par Oregon, mais tu prends 34-32. Là, déjà, c'est tendu, mais c'est hyper bizarre. Bon, nous, ça nous fait chier parce que tu te dis, bah, on sait que toutes les équipes comme ça qui changent de coach, t'as toujours un sursaut d'orgueil de la part des joueurs. Forcément, ça va tomber contre Oregon. Donc, forcément, leur défense, elle va être on fire. Mais je trouve ça bizarre. Après, est-ce que c'est pas Lincoln Riley qui se sert de Grinch comme d'un fusible pour se sauver la tête encore quelques temps? Ça, je sais pas. Ouais, je pense Euh, pas parce que 7-3, tu vires pas ton coach quand tu es à ouais. 7-3. Et Euh, puis c'est ça, parce qu'en plus ta saison elle est finie, t'as rien à espérer, tu joues même plus t'as tu te retrouves avec deux toi, défaites en, tu te retrouves avec deux défaites en conf, ils sont quoi? Ils sont troisième. Ce qui veut dire, faut que t'espères que Oregon perde, bah déjà en fait, ça veut dire, faut que t'espères battre Oregon ce week-end à Oregon quand tu vois le niveau de jeu des deux équipes dernièrement. Je crois qu'Oregon ils sont déjà favoris de plus de 2 TD, si je dis pas de bêtises, sur le début de semaine là. Et que, ah, et je vais que regarder. t'espères, si, je crois avoir vu un podcast où il disait qu'Oregon est déjà favori de 2 TD, donc ça doit être 14 ou 15 points. Après, c'est-à-dire faut que tu espères potentiellement une autre défaite, faut que tu penses gagner à UCLF, alors que UCLA a une bonne défense en plus, donc c'est un peu bizarre, mais bon après sur le match en lui-même, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ouais, t'as une offense qui te met 42 points, c'est cool. T'as Caleb Williams qui fait un bon match, qui fait encore une fois des Avec un actions super incroyables. play design aussi sur Ouais, leur fake. ils font une flea flicker, ils font une flea flicker. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que normalement, là, ce type de jeu, tu le joues rapidement. Eux, ils ont vraiment feinté la reverse pour que le gars, il fasse demi-tour final, pour que le mec de la reverse, en plus, fasse demi-tour et rende la balle au QB. Et voilà, Caleb, il finit à 27 sur 35, 312 yards, 3 TD, 0 interception. Qu'est-ce que tu veux dire au gamin? C'est, il fait son match. Il fait son match. Je crois qu'il fait un fumble par contre parce que ça c'est un truc c'est un Ouais, il fait gros un knock fumble. qu'il y a sur lui parce que la manière dont il porte la balle dans la poche. Alors Ah, mais quand il c'est s'échappe, catastrophique, c'est hein. cool, hein, c'est beau, c'est élégant, mais alors en tant que coach football, alors en tant que coach QB, moi je peux te dire que quand j'ai un gars qui me dit oh putain j'adore Caleb Williams, non ta gueule, ta gueule, ta gueule, Mhm. voilà, parce que si tu portes la balle de la même manière que lui, ça va grave pas le faire. C'est une baguette de pain. C'est un mec qui rentre de la boulangerie avec sa baguette. C'est n'importe quoi. Bref, ils font un bon match offensivement, mais malheureusement, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que USC, enfin, tu dis que chaque match, t'es obligé de marquer 50 points si tu veux gagner. C'est assez incroyable. C'est un peu l'histoire de la carrière de Drew Brees, hein. Voilà. Mais en face, le match je trouve que ce qui est le plus ahurissant sur ce match, c'est la performance au sol de Washington. Parce qu'on sait que Ouais, Washington n'est pas une équipe qui court beaucoup, c'est une pass first offense.
c'est même une passe heavy offense. Washington, il Mhm. court littéralement juste pour te garder honnête sur ta défense. Je vais sortir les stats donc de Dillon Johnson, le numéro 7 de UW. Hein. Sur la saison, il met Mhm. Voilà. Sur la saison, il met 113 portées, 686 yards. D'accord? Il en met 256 sur le match. Il a mis 40% de ses touchdowns parce qu'il finit avec 26 courses, 256 yards, 4 touchdowns, 9,8 de moyenne. Mhm. 9,8 de moyenne. Alors quand vous courez 4-5 fois, parce qu'il y a un big run dans le lot, je veux bien. 9,8 de moyenne quand tu cours 26 fois dans le match, Ah, c'est c'est une dinguerie, hein. c'est un niveau. Il faudrait que je sorte le play-by-play, que je recherche son nom à chaque fois. Je crois qu'il doit avoir, sur ces 26 courses, il y en a au moins 10 qui font genre plus de 15-20 yards. C'est hallucinant. Il y a la défense de USC, leur run fit, c'est n'importe quoi. Le, c'est vraiment déprimant. Et là, tu dis, les mecs viennent de prendre donc 316 yards au total contre une équipe qui court pas spécialement bien. Et tu vas aller te taper l'attaque d'Oregon qui court à foison, qui fait partie des 10 meilleures attaques à la course du pays. Très honnêtement, hein, je suis prêt à parier qu'Oregon est capable de gagner ce match et de blow out USC avec un Bonix qui tente pas plus de 15 passes dans le match. Je pense vraiment que Bucky Irving et Jordan James, on en parlera samedi, c'est un autre débat. Je pense que les deux peuvent finir à plus de 150 yards chacun, très facilement. Ouais, ouais, Parce que je c'est, suis parce que c'est, d'accord. c'est vraiment scandaleux, la défense de USC. Et c'est incroyable, encore une fois, quand tu vois les classes de recrutement, les gamins qui sont capables de recruter. Mhm. Le niveau de compréhension de football, le niveau de plaquage, enfin, j'ai même du mal à parler de plaquage quand je parle de la défense de USC. Ouais. C'est abyssal, c'est abyssal. Et Washington fait un bon match. Hein. On va pas dire que Washington, c'était un scrimmage, hein, d'accord. Ils mettent 52 points. On sait que Washington, comme tu l'as dit, c'est l'une des meilleures offenses du pays. Mais clairement, si t'es un fan de défense, tu te tires une balle quand tu regardes jouer USC, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, je pense qu'on peut parler comment s'appelle-t-il, de Penix. Il fait quand même un super match, Oui, je pense, qui est en amélioration par rapport à ses derniers matchs. Je pense que sa blessure, elle a un peu diminué. Et je trouve que voilà, ça prouve, ça donne des bons espoirs à Washington pour le reste de l'année. ouais, Euh, juste, il y Vas-y. a un truc qui me. Parce qu'il a, il est à quoi? Il est à. Que je te dise pas de bêtises. Il Il est a à 7 256 interceptions. yards. Ouais. Ouais, c'est surtout les interceptions en fait. Il est à 7 interceptions sur l'année. Il est à 5 sur les 4 derniers matchs. Il est Ouais. à. Depuis le match d'Oregon, ça fait 4 matchs. Il a au moins une interception par match. Et ça, c'est quelque chose qui était relativement à mettre à son crédit. C'était la ball security. C'était une attaque qui était relativement safe à ce niveau-là. Ça perdait pas trop le ballon. Là, ça fait 4 matchs où c'est pas ouf. C'est pas ouf à ce niveau-là. Et alors, quand tu joues USC et que tu sais que de toute façon, tu vas mettre 50 points, il n'y a pas de souci parce qu'en plus, leur attaque marque vite aussi, donc tu auras beaucoup de possession, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas aller jouer potentiellement un Pac-12 Championship Game contre Oregon, voir un rematch contre USC, ou que c'est un peu ce que UW vise, hein, t'es à 9-0 en Pac-12, tu vises les playoffs. Ça va se compliquer. Ça va se compliquer parce que quand tu prends des pics contre USC, Stanford et deux contre Arizona State, quand tu vas aller en playoff et que tu vas te taper Michigan, Ohio State, Georgia et Florida State, Mhm. pas la même chose. Donc à voir. J'aimerais bien voir ce que va faire Penix dans les semaines à venir parce que encore une fois, j'attends qu'il y ait du mieux depuis Oregon et là, je t'avoue que sa performance, je la mets aussi un peu sur le dos de la défense putride qui est en face. Ouais. Et là, ils finissent par quoi? Ils finissent par Utah. Ils finissent par Utah à Oregon State et ils reçoivent Washington State qui est sur une pente. Des matchs contre des bonnes défenses les 2 prochaines semaines. Donc à voir comment ça se goupille. Ouais, effectivement. Eh ben, écoute, je te propose de passer à la dernière team des left out, hein, donc
la team numéro 6 qui est Oregon, qui nous est chère, hein, qui a détruit Cal, hein, 63-19, avec notamment un 21-0 dans le quatrième quart-temps. Il n'y avait plus trop match, hein, à la mi-temps. Cal qui marque sur un début de match un premier carton qui est tout à fait bizarre, hein. Il y a une interception de Bonix sur le premier jeu, sur un drop horrible de Tess Johnson qui est tout seul, qui est remonté pour, il me semble, une trentaine de yards. Ensuite, il y a un field goal qui est bloqué, qui est annulé pour... Et c'est un field goal qui est bloqué et retourné pour TD. Ouais, bloqué, retourné pour TD, qui est annulé pour un encroachment, donc un offside défensif. Le jeu d'après, il me semble que c'est interception d'Oregon. Oui, le jeu d'après. Interception de... Ah, je sais plus qui intercepte sur le premier. C'est pas Taishim parce que Taishim c'était la semaine dernière. Interception sur le drive, c'est Steve Stevens. C'est Stevens, c'est juste marqué passe intercepté. Et en gros, du coup, le jeu d'après, quelques jeux après, on a Tess Johnson, encore lui, qui vient faire un fumble, qui vient causer un fumble sur un snap, en gros, en faisant une motion, qui cette fois-ci est récupéré pour un fumble 6, et Cal mène 7-0 après un jeu totalement... le premier quart-temps était horrible à regarder. Ouais. C'était vraiment... je comprenais pas la moitié de ce qui se passait sur le terrain. Finalement, beaucoup de pénalités, hein. Les arbitres de Pac-12, ils ont décidé de tout siffler contre Oregon. C'était atroce. On sait pas d'où. D'ailleurs, j'ai la petite statistique qui est vide. Est-ce que tu sais le nombre de holdings sifflés contre Oregon? Enfin, en Pac-12. Étant donné que c'est moi qui ai partagé la stat, ouais, je le sais, il y en a que 2. Il y en a eu un contre Colorado, et si jamais vous avez regardé le match de Colorado, et notamment le match des 2 tackles de Colorado, vous allez comprendre à quel point c'est un scandale. Et je crois qu'il y en a un qui a été flagué contre Cal, là, alors que pareil, dans la ligne, toi et moi, on s'en parlait un peu pendant le match. Là même, j'ai repartagé, il y a un bloc dans le dos à un moment sur le run. Il y a un O-line, il double team. Donc, il se rend compte qu'il y a un mec qui rentre dans le gap à l'opposé. Il se retourne, sauf qu'en fait, c'est le mec qui va plaquer le running. Il le pousse dans le dos, mais au milieu des 2 refs. Et ça dérange personne, et le mec, il va prendre 5-6 yards derrière. Bon, bref, c'était... Alors, il faut dire que sur ce week-end, je vais pas trop élaborer là-dessus parce que je pense que je peux y passer un podcast entier. L'arbitrage a été d'une nullité partout que j'ai rarement vu partout. Et il y a même des choses, et je crois que c'est 2-3 fois en Pac-12 où il y a des commentateurs qui ont carrément dit, mais c'est quoi cette règle? Il y a Washington se fait flaguer sur un trick play parce que Phoenix, en fait, il fait semblant de regarder la sideline. Ils font un direct snap sur le running. L'arbitre flag. Il annonce formation illégale parce que le joueur ne faisait pas face à la ligne de scrimmage. Mais, de quoi tu parles? Il y a une règle sur Oregon aussi qui a été inventée. C'est Power Johnson, il fait un pancake au gars. Le gars, il va se relever pour faire le plaquage. Il lui tombe dessus et l'arbitre, il lui met genre jeu dangereux sur un joueur. Enfin, c'est un truc qu'on voit pas. Il y a d'autres trucs qui ont été inventés. Ça a été incroyable ce week-end. Et d'ailleurs, même en NFL, il y en a eu. J'ai vu le match de Dallas et de Philly, mais et tu vois, on parlait avec Val de Ole Miss, je sais plus qui, il disait la même chose. Ça devient usant, et tu vois, là on parle quand même d'un match qui se finit avec 44 points d'écart. Ça me fait vraiment chier de dire que sur un match où on devrait même pas en parler, tu vois, on passe beaucoup de temps sur Oregon Cal alors qu'il y a 44 points d'écart. Limite, j'ai envie de te dire, la chose la plus noteworthy du match, c'est l'arbitrage qui a été merdique. Et ça m'ennuie, et c'est un truc que j'ai dit aussi sur un autre groupe en privé. Ça fait depuis le début de la saison dernière, je trouve que chaque semaine, il y a au moins 3 calls par semaine, que ce soit un NFL ou un NCAA, où on se dit putain, c'est le pire call que j'ai vu depuis 10 ans. Et toutes les semaines, on se dit ça. Et moi, personnellement, ça me bute parce que, comme d'habitude, il n'y a rien qui est fait. Tu peux rien dire sur les arbitres, sinon tu te prends la moitié de ton salaire en amende. Et voilà, bref. Donc, Oregon, un peu comme Michigan, j'ai trouvé, quand j'ai regardé, enfin, pas en regardant le box score, mais en regardant le match. Pour moi, Oregon aurait pu courir pour 350 yards. Ouais. Surtout qu'il pleuvait de ouf. Et en fait, ils ont décidé de faire passer la balle 46 yards dans le match. 46 fois dans le match. J'étais assez impressionné parce qu'il y a pas mal de runs où
où tu as la O-line qui drivait sur 7-8 yards et puis les Bucky Irving et Jordan James qui vivaient un peu leur vie derrière. Mais ils ont pas tant couru que ça. Et puis Bonix finit avec je me demande si c'est pas Dan Lanning qui a voulu mettre une petite ligne au résumé de Bonix sympathique. Donc voilà, en vrai, pareil, une des choses les plus intéressantes que j'ai pu voir du match, c'est la qualité de Ty Thompson quand il est rentré en QB2, qui donne de l'espoir pour l'année prochaine. Sinon, en soi, comme tu le dis, à part le premier carton qui était sous une pluie battante et qui a un peu rebattu les cartes, sinon quand Oregon ils se sont mis dedans, tu vois qu'il y a un monde d'écart entre Cal et Oregon. Et je pense que il y a, je sais plus qui disait, il y a pas mal de gens, le College Football Committee, là, la première émission, où il disait que clairement l'une des meilleures équipes du pays, c'est Oregon. Ils sont défensivement, c'est très lourd et beaucoup plus lourd que ce à quoi on s'attendait. Offensivement, ça tourne magnifiquement et encore une fois, les ajustements que sont capables de faire les coachs d'Oregon à la fin des premiers cartons en offense et en defense, c'est assez incroyable parce que Oregon, les stats en première mi-temps et en deuxième mi-temps, si vous prenez les stats d'Oregon en deuxième mi-temps, c'est la meilleure équipe du pays, très clairement. Ils prennent pas de Ouais. points, ils déroulent sur tout le monde offensivement, c'est incroyable. Ouais. Et effectivement, bah, de toute façon, on en verra, hein. De toute façon, sixième au College Football Playoff Ranking, ça risque de perdre un peu devant. Et de toute façon, on sait que l'équipe de Pac-12 qui win la Pac-12, si elle a qu'une seule défaite, elle ira très certainement en playoff. Donc à voir ce que ça va donner. Justement, la Pac-12, on a une autre conférence qui est certainement la deuxième conférence la plus forte cette année. Euh, N'en déplaise aux haters de la SEC, moi j'en fais partie de temps en temps, mais il faut reconnaître que bah, ça reste des équipes une des conférences les plus fortes. Je vous le donne dans le mille, hein, donc il y a une course actuellement entre deux équipes, entre plusieurs équipes, hein, pour le West. À chaque fois, je me trompe si c'est le SEC West ou East. Ouest. Si West, tu parles de la division où il n'y a pas de Georgia, c'est l'Ouest. ouais, c'est ça, ok. Donc dans la dans la SEC West, nous avons un three-way. En gros, on a trois équipes qui se départagent, qui essayent de se tirer un peu la bourre pour le championship game, aller rencontrer Georgia. On a Alabama, Ole Miss et LSU. Alabama qui a 6 victoires, 0 défaites. Ole Miss, 5 victoires, 1 défaite en conférence. Et LSU, 4 victoires, 2 défaites, hein, avec cette fameuse défaite contre Bama. Donc LSU rencontre Alabama, le 14e, LSU contre le 8e Alabama. Ça se finit à 42-28. Je sais pas pour toi, Ryan, mais je pense à Ryan, je suis désolé, Ouais, parce non, que je comprends. LSU. Non, mais t'inquiète. Là, Euh, je te l'accorde, je te le donne. Vas-y, c'est cadeau. je sais pas pour toi, Kevin, mais en fait, ce match-là, il me donne un peu. C'était bizarre, de par le fait que les deux leaders à la course, c'est les deux QB des deux équipes. Ouais, On a et Jalen si tu regardes Daniels. leurs stats à la passe, ils ont les mêmes stats à la passe Ouais. aussi. Et ben, je vous le donne dans le mille, tu me disais, hein, 15 sur 24 pour Jaden Daniels, le quarterback de LSU, 219 yards, 2 TD, une interception. De l'autre Hmm. côté, Jalen Milrow, 15 sur 23, 219 yards, 0 TD, 0 interception. À la course, on a Jaden Daniels qui court 11 fois pour 163 yards avec un TD. Et on a finalement Jalen Milrow qui court 20 fois pour 155 yards et 4 TD. Ça rigole pas, hein, 4 TD. C'était assez bizarre comme match parce que tu dis, tiens, les QB, c'est des running backs, ils font peut-être du wildcat. C'était compliqué. En plus, ça tapait vraiment fort parce que Jaden Ah Daniels, bah ouais. il fait des courses et il se fait blindside de tous les côtés parce que forcément, il évite un deuxième gars, mais les mecs d'Alabama, s'ils font pas leur poursuite, ils n'ont pas à manger demain. Donc, tu connais, hein, les D-line qui vont faire 50 yards pour aller chercher le plaquage de l'autre côté du terrain. Et ben, Jalen Daniels se sont prodés dans l'arrière du crâne. C'était terrifiant à voir. Il y a même un play, un roughing de passeur, hein, qui est sifflé à un moment où je me suis dit, mais il bouge même plus, Jalen Daniels. C'était. Non, non, ils l'ont, le hit de Turner. Celui Ouais, qui c'est l'a un fait, flag, hein. le hit qui l'a fait sortir. Non, non, ils l'ont pas flagué, hein. Ils l'ont pas flagué? Ils ont ça fait 48 heures que Twitter est en feu parce que ça n'a pas été flagué cette action, hein.
Mais genre, ça n'a pas été flagué. Attends, t'es en train de me dire que c'est- J'ai un énorme doute. Alors, pardon, il n'y a pas eu de targeting. Ah, il n'y a pas eu Ça, c'est une targeting, chose. c'est ça. Il n'y a pas eu targeting, mais ça a été flagué, on est d'accord. J'ai j'ai- j'ai un énorme doute sur le fait que ça a été flagué, honnêtement. Enfin bref, Euh, même si ça n'a pas été flagué, le temps que tu me trouves si ça a été flagué ou ouais, ouais. pas. Euh, Alabama donc domine, hein, domine vraiment cette fin de match. C'était plutôt serré jusqu'à, on va dire, jusque dans le début du quatrième, dans le fin du troisième, début du quatrième. Hein. En gros, il y a 28-35 pour Alabama. Enfin, Alabama mène 35-28. Finalement, il y a Jalen Daniels qui se fait intercepter une passe qui est plutôt moche. Hein. Elle est vraiment overthrow. C'est assez compliqué. Résultat des courses, il est. Alabama reprend du coup voilà, 35-28. Finalement, il marque 42-28. Et sur le jeu d'après, enfin sur le drive d'après, on a Jalen Daniels qui fait un 3 and out avec un punt. 42-28. Voilà, le match était fini, surtout que plus de Jalen Daniels et Kevin, j'ai la statistique, enfin j'ai l'info. Du coup, Malik, C'est un roughing de passeur. c'était bien un roughing de passeur, ouais. Pourquoi je dis Malik? Effectivement, c'est Dallas Turner. Dallas Turner qui a bien fait un roughing de passeur, mais forcément, il doit Mm. sortir Ouais. et Ah voilà. ben il était, Euh, tu voyais ses yeux, il était hagard quand il était il assis était, sur le field, il était ou même unconscious c'est- il lui met la couronne. Et puis en fait, tu vois vraiment, il y a des photos il a le casque en avant, il lui met la couronne sous la mentonnière. Et tu sais, il y avait même une peur, ce qu'il disait sur le broadcast, ils avaient même peur que la mâchoire soit touchée. ouais, Dans le, parce que le hit, il est d'une violence, il lui met la couronne sous le menton. C'était assez impressionnant. Donc, et puis après, c'est comme tu le disais, à un moment, il prend et c'est ça aussi que je te parle sur l'arbitrage, c'est qu'il prend un hors-collar, il se fait plaquer par le collar, il se fait balancer dans les genoux d'un autre défenseur, donc il prend un sacré tampon, il se relève, et derrière, t'as un collar qui est flagué contre LSU, mais comme quoi les arbitres connaissent la règle du hors-collar, mais malheureusement, quand tu joues Bama, c'est souvent, la règle, elle existe que d'un côté, quoi. Donc, on sait comment ça se passe avec Bama, donc, voilà. Mais ouais. tu parlais de Malik, gros match de Nabers d'ailleurs, hein. Ouais, effectivement, justement, c'est pour ça que j'allais en parler. Je vous donne rapidement les stats. D'ailleurs, le temps que je retrouve les stats, Kevin, est-ce que tu penses que visiblement, je vois pas Jaden Daniels rejouer la semaine prochaine? À mon avis, il est en protocole commotion fortement. Est-ce que Ouais, je ça suis peut même pas sûr. impacter son Iceman? Euh, Alors, Notamment le fait qu'il perde contre des grosses équipes, en fait, c'est juste ça. malgré qu'il est super bien joué, quoi. Alors, justement, j'ai regardé ce matin parce que j'ai vu les odds qui sont sortis. En gros, Penix C'est et Bonix sont premiers plus ou moins maintenant. Euh, Il y a JJ McCarthy qui revient et en fait, je suis parti chercher les feuilles de stats. Et comme je le disais dans le 1-2-6, en fait, Daniels, pardon, c'est l'un des seuls qui n'a pas fait de mauvais match cette année. Penix, par exemple, a un match merdique contre Arizona State où il met 0 TD, il prend 2 pics. Caleb Williams, il en a un ou deux. Drake May en a aussi. Si vous regardez les QB ratings ou les passeurs ratings de Jaden Daniels, c'est impressionnant. C'est impressionnant et il a des matchs. Alors après, les QB ratings, ça prend aussi après, ça prend pas que la passe, ça prend aussi la course et c'est un élément complet de son jeu, hein. Il a des stats de rating qui sont incroyables. Et si LSU euh, n'a pas une défense de merde et que LSU perd pas 3 matchs dans l'année, je te le dis tout de suite, c'est pas Jaden Daniels qui perd le Iceman, c'est la défense d'LSU qui perd le Iceman pour lui. Parce que Ouais. si LSU est à une seule défaite et que Jaden Daniels il a les mêmes stats que maintenant, il est le frontrunner, mais des All années-lumière day. devant Nix et devant All Penix. day. Mais All vrai, day, et honnêtement. même moi, avec un Nix qui joue comme ça et un Daniels qui joue comme ça, si LSU n'a qu'une défaite, même moi, je donne Daniels devant Bonix. Donc, Ouais, je suis d'accord. même malheureusement, on sait très bien comment fonctionnent les votants. Jamais à moins d'être générationnel à un niveau extrême comme l'était potentiellement Caleb Williams l'année dernière, où il montrait tellement de choses, ou même si USC était pas ouf, tu te dis tu peux pas passer outre ça.
Là, ton équipe a 3 défaites, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, et je suis assez d'accord, et même bah, pour le reste des semaines, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, finalement, ce Alabama LSU, ça va donner Alabama à moins qu'ils perdent bah, en finale de SEC Championship hein, contre Georgia, puisqu'ils ont 6 Bon, victoires, 0 défaites, et ils ont battu Ole Miss, notamment, ouais. c'est ça? Ils ont le Ils ont head-to-head. battu, Donc là, il faut pour qu'ils qu'on perdent n'ait deux pas matchs. Georgia Bama, ouais, c'est ça. Il faut que Ole Miss win out. Et il Ouais. faut que Bama perde ces 2 matchs de conf qui sont contre Kentucky et Auburn, soit les deux sont à l'extérieur, en sachant que forcément, comme d'habitude, on sait très bien qu'en avant-dernière semaine, euh, ils vont aller jouer Chattanooga A&M Culinary School. Comme Dans le décompte, d'habitude. c'est juste Chattanooga, Évidemment. mais voilà, tu t'attends pas non plus à ce que Bama, avec leur troisième team, ils vont mettre 50 points de Chattanooga. Donc ouais, il faudrait une sacrée dinguerie pour qu'on n'ait pas de Georgia Bama en finale de SEC. Donc et attends, je regarde juste le calendrier d'Ole Miss rapidement, le calendrier restant. Il faut que Ole Miss win out, en sachant qu'ils ont Georgia la semaine prochaine, comme tu le disais, qu'ils ont le match de rivalité contre Mississippi State pour terminer l'année. Donc ça sent bon le Kirby Smart Nick Saban en SEC Championship Game. Ouais, on est d'accord. Justement, on parlait de la SEC Championship Race, hein. Euh, on a Ole Miss, pardon, alors attends, j'ai bugué pendant 2 secondes. On a Ole Miss qui a gagné durement hein, contre Texas A&M. Moi, j'ai Ouais. cru que Texas A&M allait gagner. Et Ole Miss, ils ont tout fait pour le perdre, ce match, je pense. Notamment en défense, ils n'avaient pas de main, les DB de Ole Miss. Ah, Ils ont... c'était scandaleux. Ils peuvent clôturer le match 5 fois dans les 5 dernières minutes, mais C'est ils ont une terrifiant. équipe, ils ont une escouade avec des moignons au bout des bras, c'est affligeant. Ah, Affligeant. on dit souvent, ouais, tiens, les DB, c'est des receveurs qui ont pas de main. Bah là, Non, mais eux, non. c'est des joueurs de Eux, foot qui ont pas de main. C'est- non, mais eux, non, non, je suis désolé. Eux, faut faire un téléthon pour les DB de Ole Miss. C'est pas possible. Oh, Non, c'est- non, je suis désolé. Ils s'inscrivent pour les Paralympiques au flag. Ils vont pas faire le flag en 2028 avec les valides. Non, c'est pas possible. Non, c'est scandaleux. Ouais, Bref, bah, je suis d'accord, c'est scandaleux. Donc, ils, Ole Miss ils gagnent le match gagne, quand même. survit. On peut même pas dire gagne, Ouais, on on va peut dire dire ils survie, ouais. survivent. Ils survivent 38-35, surtout que euh, Texas A&M a la dernière possession hein, pour gagner. Ils font un turnover on downs parce que alors qu'il y a plein de passes incomplètes qui sont que des interceptions droppées. Mais finalement, Ole Miss marque avec 2 minutes 50 à jouer, il me semble, hein. Euh, ou 1:40 alors. Hein. Enfin, je sais plus attends, à combien de temps il marque. Il marque à 1:40. Il marque à 1:40 pour jouer pour la de Quinton Jenkins, hein, le running back, il marque un TD alors que ils étaient en troisième tentative, ils ont converti une 3 et 5 et ils ont bien galéré, je pense. Texas A&M du coup qui marque un dernier touchdown à 4:34 de la fin du match. Je pensais vraiment à une victoire de Texas A&M puisqu'il menait 35-31 à l'époque et on savait que les deux défenses étaient un peu catastrophiques cette semaine. Donc voilà, victoire de Ole Miss qui, malgré cette victoire, ne peut forcément plus prétendre. Ils peuvent encore mathématiquement, Enfin, mais bon, mathématiquement, oui. on va pas se mentir, ils vont pas faire grand-chose. Ils peuvent plus prétendre au SEC Championship Game, mais ils ont quand même de beaux espoirs, je pense, de faire un superbe bowl, hein, puisqu'ils vont être. Il me semble Ouais, ils qu'ils seront en sont New Year. neuvième maintenant. Non, ils sont dixième puisque Penn Ils State sont est toujours passé dixième, devant ouais. alors que ils étaient derrière. Je pense que voilà, en tout cas, à voir ce que ça donne, mais ils pourront au moins prétendre à un beau ball game. Kevin, je te le donne dans le mille. Le dernier, on va bientôt finir. On a Bedlam qui s'est joué le dernier Bedlam de l'histoire à suivre, hein, puisque Oklahoma quitte pour la SEC. Oklahoma rencontrait Oklahoma State à Oklahoma State pour le dernier Bedlam de l'histoire. Il me semble que Oklahoma a 80% de victoire au niveau de la série all-time. Mais ce qui compte, c'est la dernière, Kevin. Et la dernière, elle est gagnée par Ouais, qui? ouais.
par Oklahoma State. Et je l'avais annoncé. Il y avait cette stat incroyable que si Oli Gordon marquait au sol, Oklahoma State gagnait le match. Oklahoma State n'a pas perdu cette année quand Oli Gordon marquait un touchdown. Et Oli Gordon a tout simplement ouvert le score pour Oklahoma State sur le premier drive du match. En fait, j'ai pas vu le touchdown, j'ai juste vu qu'il y avait 7-0. Et là, je demande à tout le monde sur le groupe qu'on a imprimé, je dis qui est-ce qui a marqué? Et là, on me répond Oli Gordon. Et là, je suis arrivé, il y avait 7-0 en premier quart-temps, hein. J'ai dit Oklahoma State va gagner. Et Oklahoma State a gagné. Et je pense que dans le podcast, on a tous été Trop content. hyper contents pour Baptiste, pour notre Baptiste national, parce que voilà, c'est bon, je vais pas dire avec ce qu'il vit avec Lyon en ce moment. Je pense que ça lui fait du bien d'avoir une petite lueur dans toute sa vie de supporter sportif. Donc voilà, c'est énorme victoire pour Oklahoma State qui ça rebat les cartes et ça va faire une fin de saison hyper intéressante dans la Big 12 parce Ouais. que parce qu'encore une fois, on va avoir on avait 5 équipes ex aequo si je dis pas de bêtises. Là, du coup, Oklahoma State est en tête avec Texas. Texas ayant gagné contre Kansas State avec un peu de mal aussi. Donc voilà. Mais il y a une, deux, trois, quatre. Ce coup-ci, il y a 5 équipes, mais qui ont une victoire de retard. Parce qu'il y a Kansas qui est à 4-2 en conf qui s'est rajouté et il y a West Virginia qui est à 4-2 en conf aussi. Donc c'est pas fait. Il reste 3 matchs. Il reste des gros matchs pour Oklahoma State aussi. On a une fin de saison avec encore, ouais, je vais dire 8-9 équipes qui peuvent prétendre aux 2 places de finalistes, donc c'est cool. En sachant qu'Oklahoma State, sur les 3 derniers matchs, il rencontre 3 nouveaux arrivants Big 12, que sont UCF, Houston et BYU. Ouais, mais clairement, la Big 12, elle est plus couverte et je pense que c'est une des dernières conférences avec la Pac-12, une des dernières grosses conférences où ça va jouer jusqu'à la dernière semaine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la dernière configuration de la Pac-12 et de la Big 12, voir ce que ça donne. Et finalement, bah, comme tu l'as dit, un très très content pour Oklahoma State. J'aurais dû parier mon PEL sur une victoire d'Oklahoma State dès le premier touchdown d'Oli Gordon. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ça m'aurait potentiellement permis de payer des vacances. Mais voilà, je pense qu'on peut le dire, malgré les 80% de victoire d'Oklahoma à Bedlam, enfin sur Bedlam, euh, celle qui compte, c'est la dernière. Et Mm. c'est très, c'est très, très content pour Oklahoma State. Oklahoma qui s'écroule un peu, hein. On l'avait vu, Oklahoma qui était 9e au classement, qui avait notamment battu Texas, il me Mm. semble, Ouais, il y a un 34-30, mois, ouais. Mm. qui était à l'époque numéro 3 du pays. Euh, et au final, Oklahoma était dans la course pour aller au College Football Playoff. Résultat, ils Ouais. perdent 2 matchs d'affilée, Kansas et Oklahoma State. Et ce que j'avais dit un peu dans le 1-2-6, hein, c'était que le momentum était plutôt du côté d'Oklahoma State, qui était à 4 victoires d'affilée, alors que Kansas venait de battre Oklahoma. Donc voilà, Oklahoma, il reste West Virginia, BYU et TCU, qui sont normalement des équipes prenables, Ouais. alors que Mm. West Virginia est quand même une bonne équipe, hein, mais on va dire TCU et BYU, c'est un peu plus facile à jouer cette année. Au final, à voir contre West Virginia ce qui se passe, mais sinon, ils peuvent encore espérer des choses si ça perd devant. Sinon, adieu la finale de Big 12 pour la dernière année. On parlait de la Big 12, on a parlé de la SEC. Parlons un peu de l'indépendant qui est compliqué. Notre-Dame qui perd, upset loss, hein, Notre-Dame 15e du pays, qui perd 31-23 contre Clemson. Donc coucou à Joe et à Gus, hein, du côté de Notre-Dame. Là actuellement, justement, pendant qu'on enregistre, il est en train de regarder Notre-Dame jouer à Paris au basket féminin. A priori, il y a une superbe ambiance, donc content pour lui. Je pense que ça lui remet du baume au cœur après cette défaite crève-cœur, je pense. Parce que Notre-Dame était à 7 victoires, 2 défaites, 15e du pays, et on sait à quel point Clemson, c'est une grosse rivalité, on va dire, au niveau entre ces 2 programmes. Résultat, Clemson, je les ai trouvés plutôt bons, mais Notre-Dame a galéré. Ils ont chié dans la colle, il n'y a pas à dire.
Notre-Dame qui est d'habitude une super rushing offense. Là, on a estimé qu'il court pour 87 yards. C'est pas foufou. Notamment, en fait, toute l'attaque, je vous donne la stat, hein, toute l'attaque de Notre-Dame court pour 31 portées, 183 yards entre 6 joueurs. Et on a de l'autre côté, on a Phil Maffa qui court 36 fois pour 186 yards, donc 3 de plus que toute l'équipe de Notre-Dame combinée, et 2 TD. Donc, je pense que c'est un match où Notre-Dame n'a pas réussi à mettre en place son jeu de course parce que Clemson était vraiment en domination dessus. Il y a 2 fumbles, enfin il y a un fumble de Chris Tyree qui est perdu. Il y a également une interception du côté de 2 interceptions de côté de Clemson. Il prend un pick six, Hartman, je crois, en début de match. Il prend un pick six le premier ou le deuxième touchdown. De Jeremiah Trotter, ouais. Il prend un pick six. 2 turnovers, c'est beaucoup trop pour gagner le match. Hartman, il a 13 sur 30, 146 yards, 0 TD, 2 interceptions. Pas très joli. Sam Hartman est le premier QB à perdre 5 fois contre Clemson. Pas gagné une seule match. C'est carrément 5 fois d'affilée contre la même équipe. Hein. Ah ouais, bah c'est ça. C'est le premier QB de l'histoire à perdre 5 fois contre la même équipe. Parce qu'il était dans la conférence de Clemson quand il était à Wake Forest. Et donc, il a jamais gagné contre Clemson avec les Demon Deacons. Et là, il s'est incliné sur l'un des pires matchs de sa carrière. Hein. Et surtout, moi, j'ai comme une stat qui m'impressionne, c'est le 0 flag, enfin 0 pénalité contre Clemson. C'est hyper bête, hein. C'est hyper bête. Mais 0 pénalité, probablement c'est assez incroyable dans un match quand on connaît les arbitres en ce moment. Mais l'avantage que ça te donne de prendre 0 flag, c'est-à-dire que ton attaque elle recule jamais involontairement. Ça veut dire que tu donnes pas de first down gratuit à ton adversaire en défense. C'est qualitatif. C'est qualitatif pour Clemson. Je t'avoue que j'étais plus déçu par Notre-Dame qu'impressionné par Clemson. Je trouve que Notre-Dame fait un match qui est vraiment dégueulasse. Et voilà. Je t'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur Notre-Dame cette année. Ils sont capables de. Je disais dans le 1-2-6 que Clemson était une équipe vraiment mid où ils étaient capables du meilleur, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner et puis le reste c'est bof. Bah là ils ont fait en gros le meilleur match de leur saison, mais très clairement Notre-Dame en face c'était pas folichon quoi. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'était pas très très beau. Écoute, on a parlé d'un upset de Notre-Dame Clemson. Il y a un deuxième énorme upset entre 2 académies militaires. Army qui vient gagner à Air Force, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Army qui vient gagner à Air Force sur le score de 23-3. Air Force n'a pas vu le jour une seule seconde. Hein. C'était vraiment catastrophique. Alors que Air Force était 25e du pays, aucune défaite à l'époque. On a le QB de Air Force, Zach Larrier, hein, qui est intercepté 2 fois. Il est à 9 sur 22 à la passe. C'est catastrophique. 9 sur 22. Et 2 interceptions. Ils font 4 fumbles. Hein. Il perd un fumble. Hein. Zach Larrier fait 3 fumbles, pardon, il en perd 2. Et on a ensuite 2 autres fumbles qui sont perdus par des running backs. Ouais, c'est ça, 2 running backs. C'était catastrophique du côté des Air Force. Army qui a fait son match, hein, au final, il menait 17-0 à la fin du premier quart. Ils ont géré. Dans les académies militaires, on sait que ça s'aime pas trop. Et au final, on l'a bien vu, hein, parce qu'il y a eu pas mal de petites bagarres, de petites poussées de chaque côté. Pas très disciplinés les Américains, hein, sur côté de leur armée. Mais au final, ça c'est parce qu'ils ont pas de général en ce moment, c'est pour ça, c'est le bordel. C'est ça, ils ont 300 généraux en attente de confirmation, c'est le sbull de partout. Il y a plus rien qui va. Clairement, c'était compliqué pour Air Force. Air Force, c'est dommage parce qu'ils vont sortir du top 25 alors qu'ils ont une seule défaite. Mais on connaît les académies militaires, elles sont jamais classées. C'est trop dur pour eux d'être classés.
Et c'est dommage parce que bon, ils sont largement devant en Mountain West. Ils sont à 5-0 en Ouais. conférence. Il faut que Air Force continue à perdre pour que ça joue. Mais ils jouent Hawaii, UNLV, qui est une grosse équipe, et Boise State également, qui est à 4-5. Donc je pense que le match contre UNLV Et, va définir la finale de Mountain West. et d'ailleurs, Euh, en parlant de Boise State, il y a une news qui est tombée aujourd'hui. Ils ont leur star receveur qui a décommit, qui a annoncé il a annoncé qu'il partait du programme, que je te retrouve Ah ça. ouais? Ah oui, oui, effectivement, ouais, et qu'il est Ouais, plus ouais, avec. j'ai perdu son nom. Pourquoi je l'ai plus? Ah, je l'avais. Ah, ça doit être ça. Attendez que je retrouve ça. Ah, le tweet a été supprimé. En tout cas, c'est leur meilleur receveur de l'année. Il doit être à 650 yards et quelques TD. Ouais. Il a annoncé qu'il quittait le programme et qu'il entrait sur le portail des transferts. Donc c'est hyper surprenant et ça risque de changer un peu la saison, la fin de saison de Boise State. Donc voilà, Ouais, c'était c'est la Eric, petite parler Eric McAllister. c'est ça, ouais. C'est C'est ça. Eric Merci. McAllister, effectivement. Ça risque de changer la saison. Ils sont déjà à 4-5. C'est pas foufou. Moi, j'attends vraiment ce Air Force UNLV qui va être un gros choc entre les deux équipes. Mm. Et Air Force qui était parmi les invaincus, qui est pas facile. Finalement, je te donne deux autres invaincus, Kevin, pour clôturer avant de passer à nos MVP. Je te Mm. donne deux autres invaincus. On a JMU, James Madison University, et Liberty qui sont tous les deux à 9-0. James Madison, ils font littéralement une super saison. On l'avait vu l'année dernière, ils faisaient déjà une très belle saison. Là, ils gagnent 42-14 contre Georgia State. Voilà, c'est pas un ogre, c'est pas le foudre de guerre. Mais James Madison mérite d'être classé, au moins à l'AP Poll. Je sais qu'ils n'ont Mm. pas le droit de faire un bol, mais quand tu es à 9-0, tu mérites d'être devant des équipes qui ont Ils, 3 défaites. ils sont classés 21e à l'AP People. C'est au College Football Et Ranking au qu'ils seront collège pas classés. football, oui, parce qu'ils ne peuvent pas y aller, quoi qu'il arrive. Donc C'est c'est pour ça. ça qu'ils ne sont pas classés. Mais ils sont bien Effectivement. 21e. Ouais. Et Liberty qui gagne 56-30 contre Louisiana Tech. Et Liberty, par contre, qui refait son entrée dans le AP Poll à la 25e place. alors qu'ils ont jamais perdu, C'est ça. forcément. Donc là, Liberty finissent par Ole Miss, Old Dominion, pardon, UMass et UTEP. Ça, Il y a moyen de finir invaincu, hein. il y a moyen de finir invaincu, c'est ce que j'allais Mhm. dire, de remporter la CUSA et au final de faire des belles choses pour ce programme qui, Mhm. moi j'aime bien Liberty. C'est un programme qui est plutôt cool à suivre. C'est très catholique, mais je trouve que j'aime bien leur maillot, leur identité, etc. C'est plutôt cool et c'est fun à voir jouer. Donc voilà. Il- Dommage pour GMU. Parce Ouais, que ouais, c'est. Et on d'ailleurs, en vend une parlant de ouvrir à la GMU, porte. Oui, d'ailleurs, déjà. GMU, ben, autre news, ça fait partie des news qui sont tombées aujourd'hui. On en parlait, leur edge rusher, Jalen Green, qui est le meilleur pass rusher tout simplement du pays. Le mec, il lead le pays, il menait le pays en sack et en tackle for loss. Jalen Green s'est blessé et manquera le reste de la saison. Donc voilà, c'est pour dire à quel point GMU dominait aussi. Ils avaient quand même un vrai leader en défense qui était un des meilleurs défenseurs du pays. Donc voilà, ça va peut-être, vu comme ils dominent et vu le reste de leur calendrier, je suis pas sûr que ça change énormément de choses. Je les vois quand même gagner ces 3 matchs, mais c'est à noter le fait qu'un joueur du calibre, pardon, de Jalen Green manquera le reste de la saison. Ouais, clairement, c'est une grosse perte pour l'équipe. Finalement, il nous reste nos MVP à traiter. J'ai Euh, oublié de traiter du match Texas-Kansas State, pardon. ouais. Texas qui gagne en overtime contre Kansas State 33-30. Mais Kansas State, en fait, tente la conversion à 2 points, enfin le touchdown. Mm. Euh, En gros, en overtime, donc il y a 30-30 à la fin du match. Kansas State peut vraiment avoir des regrets puisqu'ils ils ont manqué 3 field goals, il me semble. Ouais, il manque 2 field goals, pardon.
il manque 2 field goals dans ce match-là. Donc, en temps régulier, donc dans le quatrième quart-temps, bah, en fait, ils auraient mené 36-30. 36-30 hein. Le téléphone du Père Noël. Et finalement, bah, au niveau du Downs, donc Kansas State, comme ils jouent à Texas, ils prennent la bonne décision et qu'ils se disent ok, ils ont marqué un field goal, moi je tente d'aller jouer la victoire plutôt que de tenter le field goal et d'essayer de toujours courir après le score. Moi je trouve que c'est la bonne décision de la part de Kansas State. Will Howard malheureusement fait une passe incomplète en troisième tentative et en quatrième. Compliqué pour Kansas State qui peut avoir des regrets sur ce match et Texas qui se sauve encore une fois. Ça fait deux fois qu'ils sont sauvés par le gong, hein, notamment contre Houston qui sont sauvés par comment ça s'appelle, par les arbitres. Et finalement, là contre Kansas State, ils sont sauvés, ils galèrent un peu et ils sont sauvés en dernière minute. Attention, parce que Texas, ils sont classés 7e. Mais au final, ça pourrait être un peu plus bas. Je trouve pas que en ce moment, Texas fait partie des meilleures équipes à avoir joué. Il leur reste 3 matchs, hein, TCU, Iowa State et Texas Tech, des matchs qui devraient logiquement gagner. Les derniers matchs de la Big 12, à voir si ce que ça donne en championship game contre soit Kansas, soit Oklahoma State, ou même Oklahoma. Hein, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent y prétendre. Et bah, je sais pas toi ce que tu en penses, Kevin, mais ce match, il m'a pas vraiment rassuré pour Kansas. Malik Murphy a quand même plutôt bien joué, mais j'ai été un peu déçu impressionné si on peut dire par Kansas State et par Will Howard, hein, qui met 4 TD pour 327 yards. Si je dis pas de bêtises, Texas qui choque dans le quatrième quart-temps, il y avait une énorme 2022 vibe là-dessus. Ouais. C'était leur point noir de la saison 2022. Ils ont pris 16-3. Et si je dis pas de bêtises, parce que pareil, je l'avais en deuxième écran à un moment, et je vois la stat tomber où en fait Kansas State avait marqué 3 touchdowns lors de leurs 4 derniers jeux offensifs. Et encore, je me demande si c'est pas leurs 4 derniers jeux tout court. Donc Texas a vraiment craqué hyper rapidement sur la fin de match. Et ça, alors qu'ils menaient relativement tranquillement, ils menaient 27-14 et ils sont un peu écroulés. Ils ont effectivement un peu de chance aussi que Kansas State porte ses couilles entre guillemets et décide de la jouer. Après, la défense de Texas fait son taf aussi. Donc ouais, pareil, je suis comme toi, je suis pas. Ils donnent pas une impression de. Après, j'utilise l'exemple Oregon parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à penser qu'Oregon est la meilleure équipe à une défaite du pays, qui est l'équipe qui semble la plus forte malgré une défaite. Et Kansas, il y a pas cette impression que même à Alabama A, par exemple. Alabama, pareil, c'est sur la pente ascendante. Texas, j'ai pas l'impression qu'il soit sur une dynamique ascendante sur la fin de saison. Encore une fois, ils ont le calendrier qui est pas non plus hyper compliqué pour finir. Mais, je sais pas, comme on dit, j'ai quand même un peu de doute sur Texas. Surtout là, avec la blessure de Quinn Ewers. Voir combien de temps ça va durer, voir combien de temps Malik Murphy peut continuer de tenir la baraque. Donc, je suis comme toi, je suis pas hyper convaincu par Texas. Bah après, Ewers, il est day-to-day, hein, a priori, depuis cette semaine. Il est en day-to-day. Ok. Ça devrait aller. Kevin, est-ce que. Juste, ouais, je voulais juste finir parce qu'il y a eu quelques upsets dont on n'a pas forcément le temps de parler. Parce qu'il y a quand même, encore, je pense que vous avez l'habitude avec le college football, il y a énormément de matchs sur un week-end. Il y a Arizona qui est l'une des équipes les plus on fire en ce moment, qui l'a emporté contre le numéro 19 UCLA, 27-10, avec un énorme match de leur QB freshman, QB numéro 2, Noah Fifita, qui finit à 25 sur 32, 300 yards, 3 TD. Arizona, c'est injouable en ce moment, tout simplement. Comme je l'ai dit dans le One to Six, je suis content qu'on joue la bonne équipe de l'Arizona, qu'on joue Arizona State, Oregon cette année et pas Arizona parce que ils sont sur ils sont sur 3 victoires d'affilée contre des équipes du top 20. Donc ils sont littéralement sur 5 matchs d'affilée contre des équipes rankées. Ils perdent contre Washington numéro 7 de 7 points, ils perdent contre USC numéro 9 de 2 points.
C'est une équipe qui est vraiment on fire avec un Jetfish qui fait un excellent travail à la tête de ce programme. Donc voilà, je voulais noter ça. Après, il y a eu forcément le match que tout le monde attendait cette semaine, qui était Iowa Northwestern. Et Iowa Northwestern qui n'a clairement pas déçu puisque Iowa s'est imposé sur le score. Alors c'est pas USC Washington, hein, score de 10-7 avec un game-winning field goal à la fin du match du kicker d'Iowa. Donc comme quoi Vegas avait vu Et, et Kevin, largement au-dessus sur le l'over-under. Oui. le match si je me trompe pas, le match se jouait dans un stade de baseball. Et il y a une statistique Oui. intéressante, c'est que il y a eu un match dans l'histoire de je sais plus quelle équipe qui joue là-bas, où ils ont marqué plus de points que les Ah deux mais équipes réunies. c'est simple, c'est même pas dans l'histoire. Donc du coup, c'était le Wrigley Field de Chicago, Oui. donc qui est le stade de baseball des Chicago Cubs, la franchise historique de Chicago. Et je crois que dans ce stade même, il y a 7 matchs. C'est même pas dans l'histoire, c'est cette saison. Cette saison, il y a 7 ou 8 matchs de baseball où il y a plus de runs qui ont été scorés qu'il y a eu de points sur ce match. Et pourtant, le baseball, quand vous marquez, en général, vous marquez par un. Au football, vous marquez pas par un. Donc c'est hyper rare qu'il y ait plus de runs scorés sur un match de baseball que sur un match de foot. En parlant de scores qui se finissent à 10-7, encore une fois, énorme match offensif entre Stanford et Washington State. Washington State qui est sur une dynamique absolument effroyable. Pareil, ils ont commencé à 4-0, ils sont sur 5 défaites d'affilée, ils viennent de perdre contre Stanford. C'est atroce et je suis vraiment, vous savez, l'amour que je porte à ce programme et surtout la manière dont on voyait Cam Ward au niveau du Iceman, par exemple, après les 4 premières semaines. Là, c'est vraiment dommageable pour eux. Et je sais pas où est-ce qu'ils vont finir. Et j'avais un dernier match que je ne trouve plus. Et c'est bien dommage. Et ben tant pis. Ce sera que 3 matchs. Parce que je trouve pas le dernier dont je voulais parler. Donc voilà, c'était des matchs aussi avec des résultats qui peuvent passer un peu under the radar, mais qui sont importants. Ben non, le dernier, c'était ça, bon, on l'a un peu évoqué, c'est Miami qui perd contre NC State 20-6. Défaite assez incroyable de la part de Miami. Miami, c'est quoi? C'est 6-3 sur la saison. C'est pas ouf. Et puis, il leur reste un calendrier. Enfin, les 2 prochaines semaines contre Florida State et Louisville, ça risque pas d'aller en s'arrangeant. Donc voilà, c'était le résumé de cette semaine 10. Robin, excuse-moi de t'avoir coupé. Du coup, effectivement, on va clôturer par nos MVP. Ce sera qui pour toi? Écoute, moi j'en ai un, je comptais mettre de faire le homer, en soi on aurait pu le faire. Ouais. Je comptais mettre, Tess Johnson de Oregon, mais il a fait une interception enfin un drop pour une interception plus un fumble. Ouais. Donc je vais pas forcément le mettre malgré sa ligne de stats. Donc je vais mettre un autre receveur, le receveur de South Carolina, Xavier Legette, hein, Leggett, je sais pas vraiment comment on Mhm. le prononce. 9 réceptions, 217 yards, ça fait 24 yards de moyenne, hein, par réception, et 2 touchdowns contre Jacksonville State. Gamecocks contre Gamecocks, hein, South Carolina contre Jacksonville State. Victoire de South Carolina 38-28 avec Spencer Rattler à 400 yards, 2 TD, une interception. Et Jacksonville State, voilà, qui était quand même une belle équipe, hein, à 7 victoires, 3 défaites. Et au final, bah, voilà. Je vais mettre Xavier Leguet. Moi, je t'avoue, pour moi, je voulais mettre Bonix parce que Vas-y, mets-nous Bonix. non, parce qu'en plus, il fait un match à 6 touchdowns. Et c'est ça parce que tu dis, ouais, il met 4 touchdowns dans la passe. L'interception, effectivement, il fait une passe à un receveur qui est absolument tout seul. Et le mec sous la flotte, il drop. Et t'as le backer ou enfin, le mec qui passe à côté, il fait, oh putain, il y a un ballon, il jongle 3 fois avec et puis finalement il la catch. Clairement, c'est ce genre de moment où tu dis à quel moment c'est le QB qui prend l'interception et pas le receveur. Il fait un match absolument phénoménal. Il est encore à plus de 75% de passes complétées alors qu'il joue à peine 3 quarts temps. Mais du coup, je vais pas forcément faire mon homer parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un match absolument extraordinaire et parce que vous savez que j'aime bien mettre en MVP des mecs dont on parle pas souvent. C'est Jacob Zeno, le quarterback de UAB, donc l'université d'Alabama à Birmingham. Ils se sont imposés 45-42 contre Florida Atlantic avec un Jacob Zeno à 29 sur 35, 484 yards, 5 touchdowns et une interception dans le Ah lot. ouais. Il a un Ah QB ouais. rating, il a un QB rating de 240. 240, c'est
presque 30 points de plus que le deuxième meilleur QB cette semaine. Et pour te dire, c'est presque 50 points de plus que Bonix quand tu vois le match que Bonix fait. C'est 70 points que Rattler dont tu parlais. Euh, et par rapport même à un Dylan, non pas un Dylan, moi je trouvais pas, moi je l'avais pas, tant pis. Mais donc du coup c'est 240 de rating, c'est absolument énorme, hein. C'est c'est phénoménal et donc voilà, c'est un excellent pourcentage, hein, 25 sur 39, presque 500 yards, 5 touchdowns. Donc pour moi c'est Jacob Zeno le QB de UAB. Eh bah, parfait. Ça conclut cette dernière semaine, hein, cette semaine 10 de collège football. Il reste 3 semaines, 3 semaines pour les équipes. On attend de voir plein d'upsets, sauf Oregon. On attend également d'avoir du beau jeu de la part d'Iowa qui va peut-être sauver sauver sa saison en marquant plus de 15 points à la maison la semaine prochaine. Non, en tout cas, je pense que ces 3 dernières semaines, elles vont être passionnantes. Euh, et on va pouvoir bien kiffer Kevin. Je te remercie pour cet Ouais, épisode et ben merci à à toi, Rob. plus. Et on se Ouais, retrouve directement samedi, cette fois-ci à 17h, puisque l'heure américaine est repassée pour avoir le 1 to 6. le 1 to 6. Ciao à tous. Ciao, ciao tout le monde.